Je vais d'emblée demander qui est-ce qui veut bien prendre le compte rendu. Muriel. Je vois que tes yeux disaient oui. Oui, c'est ça. Oui. Je fais pas comme à l'école, je baisse pas la tête, tu sais. Merci Muriel. La secrétaire. Bien, je vais faire rapidement l'appel. Donc Philippe Reynaud donne pouvoir à Gilbert Pommet. Cécile Dugour devrait nous rejoindre parce qu'elle est en travail, donc elle nous rejoint après. Gilbert Pommet. Présent. Lucette Brissot donc était appelée en urgence, mais elle devrait nous rejoindre. Donc c'est la donner à pouvoir à Roland Michalet jusqu'à son retour. Roland Michalet. Présent. Nathalie Garofalo donne pouvoir à Lucette Brissot, donc pour l'instant il n'y a pas de pouvoir. Nicolas Gris donne pouvoir à David Arias. Stéphanie Hugolinet est présente, mais devrait nous quitter avant la fin du conseil, je pense, et donc donnera pouvoir à David Arias à ce moment-là. Rabéa Collier devrait nous rejoindre également, donc en attendant, elle donne pouvoir à Karim Amadou. Jérôme Chedin est présent. Stéphanie Béranger me donne un pouvoir. Karim Amadou. Présent. Muriel Baz. Présente. Thierry Laure me donne également un pouvoir. Madeleine Lambert donne un pouvoir à Lucette Brissot. Abdoulaye Diane Présent. est présent. Cécile Beau donne pouvoir à Gilbert Pommet. David Arias. Présent. Hélène Caro donne pouvoir à Cécile Dubourg, donc quand elle sera arrivée. Aline Duyard. Présent. Julie Lopez donne pouvoir à Cécile Dubourg. Hervé Chanu. Présent. Séverine Munoz. Présente. Nathan Gomez. Présent. Bruno Pomerol. Présent. Stéphanie Deschandol donne pouvoir à Séverine Munoz. Philippe Perret est absent. Et Marlène Carton donne pouvoir à Nathan Gomez. Donc, je rappelle encore jusqu'au 31 juillet, normalement on est encore dans les conditions de pouvoir par personne. Je rappelle également qu'on est toujours en mode hybride, hein, c'est-à-dire qu'il y a possibilité de participer au conseil municipal par le biais de la vidéoconférence. Alors, donc je vais attaquer l'ordre du jour, donc à savoir. Donc, le premier point concerne l'approbation du procès verbal du 13 mai 2022, donc au cours duquel on avait approuvé le PV du 25 mars. On avait vu les différentes décisions prises, compte rendu des décisions prises par le maire dans le cadre de ses délégations. Ensuite, la cession d'un ensemble immobilier boulevard de Vernin au profit de la commune de Pont-de-Cherruy. Une décision en direction du territoire d'énergie 38, route de Bourgoin, c'est les travaux sur le réseau d'éclairage public, la tranche 1. Même chose sur le point suivant qui concernait cette fois-ci la tranche 2. Ensuite, nous avions des créations d'emplois non permanents pour accroissement saisonnier d'activité. La modification du tableau des emplois permanents, donc les créations d'emplois à temps complet. La création et la composition du comité social territorial. Le remboursement des inscriptions annuelles à la MJC pour 2021-2022. Et nous avons ensuite entendu les commissions et les syndicats, ainsi que diverses questions et informations diverses. Y a-t-il des remarques sur ce procès verbal? Pas de remarques particulières, donc je soumets à votre approbation. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Donc le point suivant, donc c'est le compte rendu des décisions prises par le maire dans le cadre de ces délégations. Donc vous les avez eues, comme il y en a quand même un certain nombre, je ne vais peut-être pas les reprendre une par une. Vous les avez donc sans doute eu dans la note de synthèse. C'est ce qu'il y a des questions par rapport à ces comptes rendus de décisions. Oui, moi j'en ai eu. Oui. Je voulais simplement savoir sur le permis de construire, le recours en annulation, de quel permis de construire il s'agit exactement? Alors, c'est quel point? C'est le point. D'accord. Décision d'ester en justice pour la commune, c'est ça? Oui. Alors, il s'agit du permis de construire concernant l'extension de la maison de santé. En fait, c'est un recours non pas contre le permis lui-même, mais contre la prorogation du permis. Ce qui est un peu différent, puisque le permis date de 2017. Et la prorogation donc, qui
qui a suivi, donc c'est cette prorogation qui est attaquée. Voilà. D'autres remarques sur ces comptes rendus de décision? Non. Alors, je prends le point suivant, donc, qui est l'approbation du règlement intérieur du Conseil des aînés. Et je vais laisser la parole à David sur ce sujet. Alors, comme vous savez, on a lancé le Conseil des aînés. Ça va faire 6 mois à peu près. On a déjà fait 3 ou 4 conseils. Il y a des choses qui se mettent en place et on a mis en place un règlement intérieur pour pouvoir cadrer un petit peu comme on avait fait avec le Conseil du quartier. Comme on avait fait avec le Conseil du quartier, pouvoir cadrer un peu plus ce qu'on attend du Conseil, qui parle et comment on s'organise. Donc, on a pour l'instant 7 membres qui sont assez réguliers. Alors, on espère pouvoir en ouvrir et attirer plus de monde. Et donc, ce règlement, il va être soumis à approbation ce soir. Alors, j'ai juste une petite modification à rajouter. Effectivement, on n'avait pas mis dans le règlement, dans le chapitre 3 à l'article 11, l'âge à partir duquel on le rajoutera. On est vu. Voilà. Donc, effectivement, on avait mis un âge minimum de 65 ans. Donc, on le rajoutera dans le règlement. Et voilà. Donc, est-ce que vous voulez que je vous fasse lecture du règlement? Bien sûr. Qui fait 150 pages. Sans les alias. Ou est-ce que vous avez des questions? Non? Alors, je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci David. Le point suivant, c'est la convention de veille et des stratégies foncières, donc avec la communauté de communes des Balcons du Dauphiné et l'Epora. Alors ça, c'est quelque chose de nouveau. En fait, c'est aujourd'hui, donc jusqu'à présent, Epora effectivement était le support. Donc, je rappelle qu'Epora, c'est un organisme public foncier pour l'Ouest Rhône-Alpes. Et donc, du coup, cet organisme se chargeait au titre des communes et des intercommunalités, d'éventuellement assurer la veille foncière donc, pour ces structures. Aujourd'hui, l'importance qu'a pris Epora dans ce genre de projet fait qu'il ne souhaite plus forcément s'adosser directement aux communes. C'est-à-dire que lorsqu'une commune aura un projet, systématiquement, donc le travail sera mené en partenariat avec la communauté de communes des Balcons du Dauphiné, puisque la communauté de communes des Balcons du Dauphiné a aussi signé cette convention donc, avec Epora, donc, de manière à ce que systématiquement donc, les conventions soient tripartites. Voilà, donc c'est nouveau, hein. Epora ne souhaite plus forcément accompagner les communes proprement dites, mais qui est effectivement la participation dans ces projets de la communauté de communes. Ça, c'est dans le cadre des stratégies foncières qui sont liées à l'urbanisme. Hein. Aujourd'hui, on sait que la loi zéro artificialisation nette va arriver donc, et imposer un certain nombre de contraintes, et donc en particulier sur l'étalement urbain, et puis donc tout le travail de friche industrielle qui va être mené, par rapport aux friches industrielles qui va être mené, va être important parce que c'est justement dans ce cadre-là que la ZAN va avoir besoin d'avoir une compensation, c'est-à-dire que aujourd'hui, 1 mètre carré de surface naturelle qui sera utilisé pour construire devra être compensé à terme, c'est-à-dire petit à petit ça va augmenter, mais ça devra être compensé par 2 mètres carrés de surface naturelle. Donc il y aura une compensation à apporter. Donc les friches industrielles, elles seront vraiment les supports les plus importants pour permettre cette compensation. Donc c'est pour ça que ça ne peut plus forcément se jouer au niveau d'une commune, d'où l'intérêt sans doute à un moment donné d'aller vers des PLU intercommunaux, parce que la compensation se fera d'autant plus facilement, quoi. Voilà, donc c'est un petit peu pour ça aussi, dans le cadre de cette stratégie foncière, qu'elle pourra souhaiter être plutôt accompagnatrice des intercos plutôt que des communes directement. Voilà, s'il y a des questions sur ce sujet.
Donc aujourd'hui, je vais prendre le cas de la commune de Thiauge-à-Mézieux, donc les conventions qu'on a en cours avec EPORA, qui ne sont pas des conventions tripartites, mais elles resteront des conventions, disons, biparties avec la commune uniquement. Donc ces conventions ne sont pas remises en question, hein, bien entendu. Ça sera sur de nouvelles, éventuellement, de nouvelles demandes de veille foncière à EPORA que cette convention devra s'appliquer. Cette nouvelle convention devra s'appliquer. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur ce sujet? Pas de questions, pas de remarques. C'est marqué le durée du portage, ça se fait le portage pour une durée de 4 ans. 4 ans, ouais. Mais c'est actuel, c'est la même chose actuellement. Ah, c'est toujours comme ça. J'ai cru que c'était ça. Non, c'est 4 ans. Bon, souvent après, il peut y avoir des avenants, hein, suivant l'évolution du projet, mais en général, c'est 4 ans. Donc, s'il n'y a pas de questions, pas de remarques, donc je vais me soumettre à votre approbation pour approuver cette convention donc, avec la CCBD et EPORA. Donc, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant donc, concerne toujours des conventions d'études et de veille foncière sur les écoquartiers des Brosses. Alors là, on va dire c'est un sujet pour lequel on arrive à terme, puisque il s'agit, ça concerne effectivement le rachat des terrains des Brosses qui ont été donc achetés dans un premier temps par EPORA et donc qui apporté au titre de la commune pendant 4 voire 5 ans, je crois, comme ça. Puisqu'il y a eu un avenant à un moment donné. Donc aujourd'hui, donc on a effectivement remboursé, ça vous le savez, par le biais du budget municipal, donc depuis trois exercices, donc on a racheté ces terrains, donc 1 200 000 en 2020, 640 000 en 2021, donc ce sont des prix hors taxe, hein, je rappelle. Et le solde à la signature de l'acte serait de 603 695,19, donc ce qui représente un montant total de 2 443 695,19. Voilà. La seule particularité, c'est qu'aujourd'hui, les conditions d'application d'une TVA ne sont pas encore très clairement établies par EPORA, qui est en train de retravailler un petit peu ce sujet. Donc, est-ce que ce sera une TVA sur marge? On ne savait pas. Donc, il y aura en tout cas une TVA qui sera appliquée, mais on ne connaît pas encore le montant. Bon, ça ne sera pas une TVA à 20%. Si je peux vous rassurer, ça sera pas une TVA à 20%. Il y aura peut-être d'autres frais aussi qui se rajouteront, hein, du style taxe foncière ou divers frais divers. Bon, ça, c'est des choses qui seront précisées ultérieurement. En tout cas, aujourd'hui, c'est surtout de signer cette convention qui permettra en tout cas de régulariser, on va dire de manière juridique, le fait que la commune soit propriétaire de ces terrains. Je crois qu'il y a 7 hectares, c'est ça? Oui, à peu près. C'est ça, 7 hectares. Des questions, des remarques sur ce sujet? Questions? Donc pour décider de l'acquisition des parcelles au prix de 2 443 195,19 et donc préciser qu'il y aura aussi sans doute une TVA, donc et besoin de pouvoir signer tous les actes afférents. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Et je vais laisser la parole à Roland pour le sujet suivant qui concerne la création d'un régime de vacation funéraire. Certaines opérations funéraires consécutives au décès font l'objet d'une surveillance obligatoire par le service de police municipale qui donne lieu en contrepartie au paiement d'une vacation par les familles. La loi du 2015-177 du 16 février a restreint le nombre d'opérations soumises à la surveillance des services de police et limite le paiement des vacations. C'est limité aux opérations de fermeture du cercueil en cas de transport du corps hors de la commune, de décès ou de dépôt et lorsqu'un membre de la famille n'est présent. Et c'est également aux opérations de fermeture du cercueil lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps. La loi prévoit que le montant de ces vacations est fixé par le maire après avis du conseil municipal et est compris entre 20 et 25 euros. Ce montant sera ensuite actualisé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales en fonction de l'indice du coût de vie et de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Donc, si vous en êtes d'accord, nous vous proposons de fixer ce montant à 25 € par vacation funéraire. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des oppositions à la création de cette vacation? Des abstentions? On va passer à la deuxième. Alors, le point suivant donc, concerne la fixation des tarifs d'activité pour l'année scolaire 2022-2023. Je vais laisser la parole à Cécile. Bonsoir à tous. Donc, il convient maintenant de procéder à l'établissement des tarifs pour les activités et services effectués sur rythme scolaire pour préparer la rentrée 2022-2023. Alors, sont concernés les tarifs de la MJC Centre Social. Dans le cadre de son projet social validé par le conseil municipal et la caisse d'allocation familiale de l'Isère pour une durée de 4 ans, la MJC Sociale propose des activités à destination de tout public. Et il est donc proposé d'augmenter les tarifs à hauteur de 5% à compter de la rentrée scolaire 2022-2023. Une adhésion annuelle à la MJC est obligatoire, 15 € en individuel et 26 € en familial, incluant la ludothèque. Et à partir de la seconde activité, une réduction de 5% pour l'ensemble des inscriptions est appliquée. À ces activités payantes s'ajoutent des activités libre accès, mais il faut quand même payer l'adhésion à la MJC. Donc, comme le café des habitants, la ludothèque, l'atelier mémoire, etc. Voilà. Donc, concernant ces tarifs, est-ce que vous avez, ça a été vu en commission finance, est-ce que vous avez des objections pour la MJC? Alors, on poursuit ensuite avec le tarif de la restauration scolaire. La cantine. Donc là, il a été proposé de maintenir les tarifs qui sont appliqués lors de la rentrée 2021-2022. On ne touche pas aux tarifs. Toujours en fonction du quotient familial. Concernant les accueils périscolaires, donc pour mémoire, les horaires c'est de 7h20 à 8h20 et les après-midi de 16h30 à 18h30. On s'applique à faire du qualitatif. Ces temps périscolaires s'inscrivent dans le projet éducatif de territoire de la commune et il est proposé également de maintenir les tarifs de 2021-2022. Pour l'accueil de loisirs du mercredi et pendant les vacances scolaires, ces accueils sont organisés donc, pendant les vacances scolaires les mercredis à l'école Marie Cassatt pour les 3-11 ans, 7h30 à 18h30 avec un accueil à demi-journée possible. Il inclut le repas. Durant les vacances scolaires, c'est divisé en fonction de l'âge des enfants. Donc, il y a les petits loups à Marie Cassatt et puis Graines de Malice au complexe sportif de la salle des fêtes. Il est proposé aussi de maintenir les tarifs de la rentrée précédente, 2021-2022. Je ne touche pas aux tarifs. Concernant l'école de musique, comme la MJC, ce sont des activités de loisirs. Du coup, il est proposé aussi, là, cette fois-ci, d'augmenter les tarifs de 5 à 30%. Donc 5%, c'est pour la grande majorité des tarifs et 30%, ça doit concerner la chorale. Et puis pour les gens qui viennent de l'extérieur. Voilà. On a rajouté aussi avant des tarifs qui n'existaient pas, qui sont particuliers, comme l'éveil musical très jeune public, enfin bébé musicien, il y avait des tarifs qui n'existaient pas l'année dernière. Et la salle de spectacle du Triolet. Pour la prochaine saison culturelle, donc il a été proposé de maintenir les tarifs en vigueur dans la dernière saison culturelle. Par contre, on a essayé de simplifier les formules d'abonnement et le dispositif Pass Famille. Les tarifs réduits sont appliqués pour les moins de 18 ans et étudiants, les personnes âgées de plus de 70 ans, les personnes à mobilité réduite, titulaires d'une carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80%, les personnes au RSA et demandeurs d'emploi. Voilà, donc le Pass Famille, maintenant, il se limite pour le jeune public à 25 €. Ça existait déjà l'année dernière et tous les autres tarifs, ça a été repris. Il n'y en a eu plus qu'un, maintenant c'est 80 € pour les spectacles familiaux. Voilà. Est-ce que vous avez des questions?
Si je peux me permettre d'apporter deux précisions. Oui. La première, peut-être expliquer pourquoi on a décidé en commission des finances d'acter une augmentation de 5% sur ce qui a été augmenté. Ça ne vient pas de nulle part, on s'est basé sur l'inflation, notamment. Je pense que c'est quand même aussi important de le dire, ça sort pas de nulle part. Et puis aussi peut-être préciser que sur la restauration scolaire, on a pris cette décision-là, mais qu'on en attend aussi du nouveau prestataire qu'on doit changer dans les mois à venir, et qu'on se garde aussi en fonction des coûts qu'il y aura sur le nouveau prestataire, la possibilité ou non d'augmenter. Je pense que c'est important d'apporter ces deux précisions-là. Très bien. Oui, c'est certain qu'aujourd'hui tous les sujets sont impactés. Hein. Je crois qu'il y a eu une visite aujourd'hui des 3 prestataires donc, qui s'étaient positionnés. Donc à partir de là, tous font état effectivement de l'augmentation à la fois des énergies, hein, puisqu'ils sont soumis au transport des repas, la cuisson, etc., donc l'électricité, le gaz, éventuellement. Ensuite, il y a les produits en eux-mêmes qui sont aussi... voilà, donc il y a aujourd'hui cette réalité donc, qui fait que, bien entendu, on tiendra compte du fait que le prestataire choisi fera qu'on augmentera ou pas, au moins, par rapport à ces 5%. Voilà. Mais c'est bien de l'avoir précisé, oui, bien entendu. C'est pas une augmentation juste pour... il va falloir que nous aussi, on compense aussi un petit peu, parce que ça va nous impacter également. Hein, donc, le prix du repas va forcément être différent de celui qu'il était. Et en tout cas, il sera nécessaire de tenir compte de cette augmentation pour qu'on puisse la répercuter en partie sur les usagers. On sait que la période est compliquée, mais elle est compliquée pour tout le monde. On va se déployer pour qu'elle soit la moins forte possible. D'autres remarques ou questions? Merci pour cette précision, en tout cas, de faire des choix. Donc, pour fixer ces tarifs aux différents services et activités, donc à compter de la rentrée scolaire 2022-2023, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant concerne toujours une fixation de tarifs et cette fois-ci des concessions cinéraires. Donc, un site cinéraire a été aménagé dans le cimetière composé de 6 cavernes pour répondre aux demandes des familles. Alors, une caverne est un petit caveau individuel aménagé en sous-sol et équipé d'une dalle de fermeture. Là, c'est pas en ciment, c'est en marbre. On va corriger. Le couvercle est en marbre, je pense. Chaque caverne peut être recouverte d'un petit monument cinéraire qui pourra recevoir de 1 à 4 urnes selon la dimension. Bon, elles sont toutes de la même dimension, elles pourront recevoir 4 urnes. Les emplacements sont concédés selon les mêmes modalités que les concessions du cimetière pour une durée de 15 ans, selon un tarif fixé par délibération du conseil municipal. À cet effet, il est proposé la tarification suivante: 850 € pour les concessions des cavernes de 4 places pour une durée de 15 ans. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Voilà, donc c'est effectivement une demande de certains administrés de pouvoir bénéficier de cette forme de concession. Jusqu'à présent, on avait la concession classique, hein, Oui, et puis on a les columbariums. On avait les columbariums où on ne peut mettre que 2 urnes. On a 2 urnes maxi. Enfin, donc il y en a certains qui font cette transition de la concession classique à la caverne, qui est une concession qui prend moins de place, mais qui aujourd'hui a nécessité d'être installée sur le cimetière de Toulouse. Voilà. S'il n'y a pas de remarques et de questions, je soumets à votre approbation. Donc pour fixer ce tarif pour des cavernes de 4 places pour une durée de 15 ans à hauteur de 850 €, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Merci. Le point suivant concerne donc des admissions en non-valeur de foncier recouvrable au titre de l'exercice 2022. Je laisse la parole à Cécile. On a déjà fait cet exercice, donc ce sont des sommes qu'on a du mal à récupérer. Donc le Trésor nous a demandé de les inscrire. Donc il y a 2 types de sommes. Donc il y a les admissions en non-valeur.
Donc, ce sont des créances qu'on n'arrive pas à obtenir pour l'instant. Mais il a précisé que l'admission en non-valeur n'exclut pas un recouvrement ultérieur si jamais le redevable revenait à une situation qui lui permet de payer ses dettes. Et puis nous avons les créances éteintes, c'est des sommes qu'on ne pourra jamais récupérer parce qu'il y a eu un règlement judiciaire, une décision de surendettement par exemple, passer la dette, quelque chose. Donc là, c'est des créances qui sont perdues. Donc à cette date-là, le montant des admissions en non-valeur qu'on nous demande d'inscrire, c'est de 4 044,38 €. Et les créances éteintes, ça représente un montant de 2 034,16 €, soit un total de 6 278,54 €. Voilà, qui sont à inscrire dans le budget. Est-ce que vous avez des questions? Pareil, ça a été vu en commission des finances, on a regardé rapidement. Pas de questions? Alors, donc pour admettre en non-valeur ces créances, donc pour un montant de 6 278,54 €, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le prochain point, ça concerne la saison culturelle 2021-2022, c'est les remboursements de droits d'entrée de spectacles. Cécile. Du coup, en début d'année, la Covid était encore très présente. Du coup, on avait décidé d'annuler le spectacle du magicien William Arriba, qui devait être accueilli le 8 janvier, qui avait dû être reporté après au 15 avril. Et aussi, on a décidé de reporter l'accueil de nos groupes métal à la rentrée. C'était prévu le 5 juin et c'est prévu au mois de novembre. Hein? Non. Voilà. Donc, ça fait des modifications pour les gens. Il y avait des gens qui ne peuvent pas changer leur date. Donc, pour ces raisons-là, il est proposé d'autoriser le remboursement des achats de billets de spectacle. Et 9 usagers se sont manifestés, ce qui présente la grosse somme de 138 €. Donc, est-ce que vous autorisez à ce qu'on rembourse ces billets? Voilà, c'est autorisé. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur ce sujet? Donc, alors, pour autoriser le remboursement de ces droits d'entrée pour spectacle à hauteur de 138 €, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et le point suivant, donc oui, l'association sportive, l'UNSS, oui, il y a des mais alors vraiment il y a des il y a des participations d'élèves, il y a un sponsor. Le département aussi. Alors le département, c'est pas mentionné dans leur Peut-être qu'ils l'ont pas fait. dans leur Peut-être plan. leur dire ce que tu disais, un Mais est-ce que demain, il y a justement une réunion, je ferai un peu un point là-dessus, parce qu'effectivement, le département est en mesure et propose dans sa politique la participation au déplacement des jeunes. Mais attention, je ne suis pas certain que ça concerne les associations sportives. Si, je suis allé voir. Non, même Même l'UNSS. collèges. Même l'UNSS. À partir du moment où c'est une association, parce que l'UNSS, c'est ça, c'est une association sportive au sein des collèges, qui permet d'avoir ce statut d'association. Une association nationale, qui agit au niveau national. Voilà. Donc effectivement, demain, il y a une réunion à destination des associations et je ferai un petit point là-dessus pour les sensibiliser sur le fait qu'effectivement le département peut être un fournisseur de subventions sur ces thématiques-là en particulier, sur le déplacement des jeunes, sur des événements sportifs, sur des manifestations d'intérêt national, sur le haut niveau. Enfin, donc là, on est quand même effectivement, possiblement, il y a des financements possibles par le Conseil général. C'est un dossier simple sur les déplacements. Alors, je ne connais pas le détail, mais bon, on en parlera demain. C'est très facile par rapport à tous les autres. Oui, apparemment, c'est assez simple. Ouais. C'est assez simple. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Je suis à votre disposition pour répondre à tout ce que vous souhaitez comme question. Est-ce qu'il y a des gens du coup qui s'opposent? Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Je vous remercie pour eux et pour l'ensemble des associations. Merci. Point suivant, ça concerne le budget 2022, c'est la décision modificative numéro 1. C'est Cécile qui fait tout ça.
Donc, on vous invite à vous prononcer sur le projet de décision modificative numéro 1 du budget, qui sera équilibré en dépenses et en recettes à hauteur de 167 699 €. Donc, cela concerne les deux sections, fonctionnement et investissement. Concernant la section de fonctionnement, donc il y a des crédits de dépenses pour un montant de 137 674 qui ont été inscrits pour prendre en compte des besoins structurels sur les charges générales et permettre la prise en charge de l'évolution des coûts liés au contexte international. Donc ça, c'est pour les curieux, je peux détailler un tout petit peu en fonctionnement. Les dépenses structurelles, c'est des nouvelles lignes téléphoniques, c'est aussi l'augmentation, on va prendre en compte l'augmentation très forte de l'électricité, du gaz, de l'énergie. Voilà. L'équilibre est trouvé. Comment on trouve l'équilibre? Donc, on a des recettes qui n'étaient pas prévues à hauteur de 90 699 € qui vont financer une partie de ces 137 000 €. Et le reste, 43 065 € est pris dans le chapitre 22 qui est les dépenses imprévues. On a une cagnotte pour pouvoir financer les dépenses urgentes. Concernant la section d'investissement, il est prévu d'inscrire l'inscription de crédit à hauteur de 87 000 € pour prendre tout d'abord des reprogrammations impérieuses venant en complément de projets déjà engagés, c'est-à-dire des projets pour qui c'est plus cher que prévu, qui étaient engagés, puis du fait de l'augmentation des matières premières, tout ça, on a des dépassements de devis à honorer. Et des reprogrammations impérieuses, c'est-à-dire que les services finalement ont besoin de telles choses et c'était pas prévu, du coup on le prend sur un autre poste, on fait la bascule. Ces 87 000 € sont intégralement compensés par des recettes aussi qui n'étaient pas prévues en investissement, qui proviennent des taxes d'aménagement. On en a un surplus, 87 000 €. Voilà. Je vais passer un petit peu vite, si vous voulez poser des questions. Ça a été vu en commission finance également. Il y a des questions, des remarques? La seule remarque que je voudrais faire, c'est que lorsqu'on a fait cette commission finance, on ne connaissait pas la décision gouvernementale d'augmenter le point d'indice des agents territoriaux de 3,5% au budget, donc il va être nécessaire certainement de refaire les... Il y aura forcément une décision modificative numéro 2 avant la fin de l'année, bien sûr. C'est comme l'électricité, on a anticipé un dépassement des factures, mais est-ce que ça va suffire notre anticipation? Voilà. C'est pour donner un peu d'oxygène au service, pour pas que ah ben non c'est bloqué, on alimente. Pas de questions particulières? Je soumets à votre approbation. Donc alors pour excusez-moi, parce que tu parles de rajouter en fait des dépenses d'électricité, tout ça. Alors, je sais pas si c'est le moment de poser la question, mais je voulais juste savoir est-ce que c'est normal que le triolet est allumé toute la nuit? Non. Parce que ça pourrait faire un Tout à fait, il y a des anomalies. Non, mais je sais pas. Normalement, il ne devrait pas être allumé toutes les nuits. Donc, logiquement, oui. Toutes les nuits. Hein, toutes les nuits. Toutes les nuits. Ah, toutes les roules. Ah, toutes les nuits. C'est le rôle d'accueil, là. Ah, tout. Tout. Des fois tout, des fois juste le hall, ça dépend. Le parking, le hall, tout. Évidemment, non. C'est pas la première fois qu'on essaye de faire ça. Bah, après, je me dis, ça peut peut-être faire des économies. Ça suffira pas, mais ça suffira pas. Mais ça peut. Non, c'est vrai qu'il faut absolument lutter contre le gaspillage. Ça va forcément contribuer. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi. Il faudrait mieux qu'on économise les subsides, c'est pas grave, ça serait pas bon chaque semaine. Après, c'est mieux de se tromper. On fera remonter au service pour que ça soit résolu. Je vais faire un petit accès bien. Donc je soumets à votre approbation donc pour approuver cette décision modificative numéro 1 budget de 2022. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant donc, concerne la mutualisation et valorisation des certificats d'économie d'énergie. Ben voilà, on en parle. Ah, mais tiens, voilà. Donc après les dépenses, on va essayer de gagner de l'argent.
Comment on peut faire? Donc, le fameux C2E, certificat d'économie d'énergie. Donc, il s'agit de passer une convention avec le TE38 qui va avoir la charge de récupérer au niveau du département tous les certificats d'économie d'énergie de notre commune, mais d'autres communes aussi, et de massifier ensemble et pouvoir les vendre. Alors, ces certificats d'économie d'énergie, ils sont suite à des travaux d'isolation des bâtiments, ça peut être suite à un changement de fenêtre, des lampes, ainsi de suite. Donc, toutes les fois qu'on fera des travaux, on envoie ces factures au TE38 et qui, eux, se chargent de les inscrire, de les enregistrer, de les valider, et après, ils se chargent de ce qu'on appelle une vente aux enchères, plus offrante. Et c'est les pétroliers, les fournisseurs d'énergie, entre autres, qui financent tous ces certificats. Alors, c'est un cours qui est un peu aléatoire encore, mais c'est souvent, on garantit quelque part un retour sur investissement, c'est-à-dire que cet argent, une fois qu'il est récupéré des certificats, il est restitué aux collectivités. C'est-à-dire que c'est un circuit assez vertueux, c'est-à-dire quand on vend un certificat par le biais du TE38, eux, ils nous restituent le prix à la commune. Et ça, au bout de 2 ans environ. On va investir sans certitude de retour sur investissement. C'est ce que j'ai dit. Nous, on paye et eux, ils nous remboursent derrière. Mais sans certitude qu'ils nous remboursent. Nous, on fait des travaux. Quand on fait des travaux. Mais nous, on fait des travaux, mais oui, mais on n'a pas la certitude qu'on fasse. Alors, on aura la certitude parce que si on est inscrit et qu'on regroupe, on aura forcément un retour de retour là-dessus. On a ce retour. Alors, faut pas, ça ne sera pas des miracles non plus. Hein. Oui. S'attendre qu'ils nous remboursent tous les travaux non plus. Mais cette participation me semble intéressante. Exemple, quand on fait l'éclairage public, on fait le changement de lampe classique, on passe en LED, on aura, alors l'éclairage public, pas des voiries, mais de bâtiments, je parle, ou le triolet, tiens, par exemple, on aura un retour sur investissement. C'est ça la valorisation. Alors, pour ce faire, il faut inscrire, passer une convention, parce que c'est un travail assez fastidieux avec l'État. Donc, nos services ne seraient pas en capacité de le faire, parce que c'est vraiment un travail fastidieux et extrêmement complexe. Donc, le TE38 se propose pour tout le département. Et eux, ils vont se financer, c'est-à-dire que ça ne coûte rien, eux, ils se financent sur le prix de la vente, justement, de ce CE. On va récupérer, nous, 80%, et eux, ils se prennent 20% pour les frais de gestion, entre guillemets, pour leur personnel. Voilà, le but, c'est comme ça. Donc, c'est une valorisation de 100%. Il y en a 80 qui nous reviennent, et les 20%, c'est pour le frais d'inscription, puis leur payer le personnel. Et ça ne nous coûte rien à la commune. C'est bon, ça. Ça nous coûte les 20%. Quoi. Oui, c'est ce que je veux dire, ça ne coûte rien ça nous coûte les 20% quand même. Et c'est toujours mieux que. Encore faut-il dire maintenant, parce que cet argent, c'est les pétroliers qui le donnent, quelque part. Oui, non mais. Au lieu de donner 100%, ils prennent une cote par là. Ils prennent une petite com au passage. Et Après, sur les bâtiments, on a déjà récupéré une partie parce que c'est grâce au C2E qu'on a pu faire le califurage, toutes les tuyauteries de tous les bâtiments et l'isolation des combles à 1 euro. Hein. Et là, on est en train de mettre des vannes thermostatiques. Et justement, après, moi, mon souhait, c'est aussi de. Parce que tout à l'heure, on parlait du triolet, mais c'est blocs de partout. Là, on a de l'éclairage, je ne sais pas ce que c'est. Non, c'est classique. Tout ça, il faut tout changer maintenant. L'évolution des tarifs dans les années à venir, à court terme, hein, on va doubler, tripler. Donc, il faut juste se prévoir cette année, acheter des polaires pour cet hiver, diminuer les lampes, passer en LED au maximum. Et le meilleur, c'est aussi de mettre des interrupteurs de présence. Et dès qu'il n'y a plus de présence, ça double. Fini les marches forcées, fini les lampes qu'on allume le matin et qu'on éteint le soir. Et moi, je vous conseille vraiment aussi de faire exactement pareil chez soi. Voilà. On sort un peu du sujet, mais c'est ça. Le délai de remboursement, il est au niveau de 2 ans. 2 ans Environ, hein, parce que je dis que massification, ça veut dire que quand il y en a le TE38 se regroupe toutes les communes qui font le maximum d'isolation, et quand il y a un beau paquet comme ça, ils peuvent le vendre aux enchères. Voilà, plus offrant. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il des oppositions à cette convention avec le TE38? Des abstentions? Merci.
Là, tu vas garder la parole, super. Je passe sur le point suivant qui concerne l'adhésion à une convention d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité au travail. Oui. Alors là, il y a une évolution donc, qui date quand même du CHSCT. En fin d'année, il va disparaître, il va être regroupé avec le comité de travail. C'est ça, c'est Comité technique. Comité technique, pardon. Et qui deviendra le Comité social. le CST. Voilà. Mais par ailleurs aussi, il y a une évolution. Maintenant, on a une habilitation, donc ça date de 85, non modifié, oui, ça a été modifié. On est obligé d'avoir un agent chargé d'assurer la fonction d'inspection. Alors, un ACFI, on va dire comme ça, en lettres. Derrière, ça veut dire quoi, l'ACFI? C'est une personne qui doit avoir une compétence. Alors, on pourrait le faire en interne, ça aurait pu être un agent, ça aurait pu être un élu. Moi, il me semble qu'on n'a pas forcément cette compétence en interne. Enfin, c'est une compétence un peu complexe quand même, carrément, on va dire comme ça, être inspecteur et puis connaître cette fonction exactement. Et donc, nous avons décidé, si vous en êtes d'accord, de passer une convention avec le centre de gestion. Le centre de gestion ont justement cette fonction dans le personnel et ils peuvent assurer cette prestation. J'ai pas le coup de la prestation, mais c'est à la journée, autant que je me souvienne, c'est ça? Oui, c'est à la journée. C'est à la journée. Donc, cette convention, le centre de gestion peut nous proposer une dizaine de journées, il me semble, c'est ça, l'intervention. Ça me semble tout à l'heure. Après, c'est en fonction de la demande. En fonction de la demande. Voilà. Y a-t-il des questions sur cet agent chargé d'assurer la fonction d'inspection? Ça serait bien de savoir le coût quand même, parce qu'on va inscrire les crédits nécessaires au budget. On a zéro notion de coût. C'est environ dans les 500 €, mais je n'ai pas le coût exact, mais c'est la journée. 500 € la journée? Moi, je sais pas. Ça fait cher. C'est Je fais cher. Non, il n'y a pas le montant. Il n'y a pas le montant. Ni même dans la convention. On emmènera la réponse. Voilà. Encore du CHSCT, on Non. Après, présence au CHSCT, c'est 175 € la demi-journée. Frais de déplacement, 25 € forfaitaire. Et frais de repas, 17,50 € par repas. Ça fait ça. Demi-journée. Vous avez compris? Voilà. C'est ça? 217,50 la demi-journée, ça fait à 500 €. Ouais, j'ai fait la 435. C'est fait par un 1000 € et qui a les 2 jours, quoi. Ça, je vais l'acheter. en taxe. Ouais, c'est ça. Acheter. En taxe. Acheter. C'est pas, après, il faut regarder ce que ça coûte dans le privé. Parce que dans le privé, ça existe aussi. Ah non, mais c'est plus cher. Dans le privé, quand on fait intervenir quelqu'un sur du bien-être, sur la sécurité, c'est 1000 balles ou 1500 balles. Ouais, par jour, ouais. Par jour. Par jour, ouais, par jour. Ouais. Hors taxe. Ok, il y a d'autres questions? Y a-t-il des oppositions à cette convention? Des abstentions? Merci. Merci. Le point suivant concerne l'approbation de la charte informatique. Alors, cette charte informatique, elle a pour objet, en tout cas, d'aller en direction non seulement des agents, mais aussi en direction des enseignants et des directeurs d'école, bien entendu, suite à l'installation quand même de matériel. La période sanitaire donc, a fait qu'on a installé un certain nombre d'outils, en tout cas pour télétravailler, donc sur lesquels des outils, à partir du moment où on fait du télétravail, il faut mettre un certain nombre de sécurité, puisqu'il y a des accès aux serveurs de la commune, donc il faut que ces accès puissent être sécurisés, donc il y a des procédures à suivre et à mettre en place, et que
que les agents puissent les respecter. Pour les écoles, c'est un petit peu pareil dans le sens où les accès peuvent être aussi possibles. Alors bien entendu, l'éducation nationale, elle, peut apporter des éléments de protection possibles, mais en attendant, nous, il faut aussi qu'on se prémunisse qu'au niveau de la commune, on ait cette protection qui soit apportée. Donc le travail est fait donc, par notre informaticien qui a beaucoup travaillé sur ce sujet. L'objet de cette convention, de ce règlement intérieur, c'est vraiment que les utilisateurs de tout ce qui va être outils informatiques et numériques puissent être sensibilisés au risque, en tout cas de l'utilisation de ces outils, parce qu'aujourd'hui on est effectivement soumis à des cyberattaques. Moi, il disait récemment, et c'était confirmé aussi par l'informaticien de la petite commune, on doit être autour de 5 ou 6 000 attaques par jour. Pas par an, par jour. La communauté de communes, c'est pratiquement 20 000 attaques par jour. Donc il faut que nos réseaux ils soient sécurisés. Donc il faut que les agents soient sensibilisés. Il faut aussi qu'au niveau des écoles, les directeurs soient sensibilisés aussi, parce que du coup, on a des réseaux qui sont sur les écoles, donc ils vont être mis en place en particulier avec le plan de relance informatique qui va être mis en place à partir de la rentrée. Donc il faut que cette sensibilisation elle soit à tous les niveaux. Et c'est pour ça que ce règlement intérieur, il était nécessaire de... Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des... Donc vous avez tous pu lire le contenu de ce règlement intérieur, donc est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur ce règlement? L'ensemble des agents vont signer, bien sûr. Oui. Il faut noter que la charte a été approuvée par CLT. Oui, bien sûr, toutes les personnes qui sont concernées par ce sujet demanderont de la signer, même si... Même nous, hein. Oui, bien sûr. Même, je veux dire, même les directeurs d'école et les enseignants, même si eux, de fait par l'éducation nationale, ils ont aussi obligation de signer il y a une charte informatique qui est mise en place, mais on leur fera signer celle de la commune également. Et ça a été annoncé en commission scolaire par Christophe. Et au-delà de la signer, est-ce qu'on a un petit tuto qui explique pourquoi c'est important de bien la comprendre avant de la signer? Christophe, il fait son job de communication quand même. Tu sais, nous, dans les sociétés privées, avant de signer ce genre de choses, déjà on fait des signatures informatiques, on a une vidéo qui peut représenter 1 à 5 minutes, et après on a un questionnaire pour voir si tu as bien lu la vidéo. Si tu as plusieurs fautes, tu vas rebasculer, tu ne peux plus la signer. Tu refasses du coup, tu le fais quoi? Les méchants? Tu donnes plus accès au serveur? Non, tu la refais. C'est pour ça que je pose question, parce que j'ai signé une charte, tu peux donner la charte, et puis faire n'importe quoi après. Après, si tu te fais attraper, t'es puni. Sauf que le but, c'est pas de punir. Le but, c'est de ne pas faire. Je pense que Christophe a travaillé aussi avec l'informaticien de la... Je parle plus en même temps. C'est les gens qui écoutent qui maîtrisaient. Donc Christophe va travailler aussi avec l'informaticien de la communauté de communes, qui lui aussi a mis en place justement des systèmes pour vérifier que les gens utilisent correctement le processus et surveiller. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles les mails qu'on reçoit de la mairie disparaissent au bout de 2 mois? Ah, ils disparaissent pas. Non, Moi, ils disparaissent pas. Moi, au bout de 2 mois. Sur les portables ou sur les... J'ai accès au portable. Il y a une fonction dessus qui limite sur les partages. Ah, d'accord, ok. D'accord, facile. Exemple que j'ai. Par exemple, Ça fait pareil. Effectivement, qui a été mis, on a mis en place les DAC,
effectivement. Là, j'ai que celui du mois de juin. Voilà. Mais ça, après, oui, je pense que c'est peut-être lié plutôt Ah, au c'est portable. peut-être Ah ouais, mais c'est pas. Ah, mais j'ai la même. Désolée, je vous laisse. Ah, oui. Je veux juste, je sais que David va le refaire en fin de conseil municipal, mais je le fais quand même. Il a l'envie de challenge demain, donc J'ai prévu de le faire. je sais que tu vas le refaire, mais. Merci, excusez-moi. Alors, pour l'approuver, donc, et autoriser donc, à la fois moi, mais aussi tous les utilisateurs à signer, il y a des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Là, on va passer donc à une partie un peu plus technique qui concerne donc la modification du tableau des emplois permanents. Donc, c'est la création et suppression d'emplois à temps complet et incomplet. Donc, RH, donc en catégorie B, pour un temps complet. Un emploi aussi sur les fonctions d'animateur au sein du programme de catégorie, donc à temps complet également. Un emploi donc sur les fonctions d'animateur toujours en catégorie C, mais cette fois-ci à temps incomplet, donc à raison de 19,21 heures, 19,21 heures hebdomadaires. Un emploi permanent aussi sur les fonctions d'animateur au sein du Pôle enfance de catégorie C toujours, mais cette fois-ci pour 17,94 heures. Fonction de responsable du pôle jeunesse au centre du centre social de catégorie B, donc pour un temps complet de 35 heures, et un emploi permanent sur les fonctions d'ATSEM de catégorie C, sur le grade d'ATSEM deuxième classe, principal deuxième classe, donc à temps complet également, donc 35 heures. Donc ça concerne les créations. Et au niveau des suppressions, donc qui souvent correspondent à ces créations, donc là c'est on supprime par contre sur fonction de policier municipal de catégorie C sur le grade de brigadier chef principal, donc c'est un temps de 35 heures. Un emploi permanent de DRH de catégorie A, donc sur 35 heures également. Un emploi de catégorie C sur le grade d'adjoint administratif, donc pour 35 heures aussi, et un emploi permanent de catégorie C sur le grade d'adjoint technique principal deuxième classe pour une durée de 31,19 heures hebdomadaires. Voilà. Donc les différentes créations et suppressions ont été présentées au comité technique le 20 juin 2002 qui a émis un avis favorable. En tout cas, ces suppressions. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle un policier, j'enlève un policier ici? Oui, parce que là c'est une personne, c'est un personnel qui a muté. Et aujourd'hui, le poste qui a été recréé, donc on a voté sur un conseil municipal précédent, lui n'est pas sur ce type de poste. Et comme on n'est pas sûr d'avoir besoin tout de suite de ce poste-là, on préfère le supprimer parce que c'est pas sûr qu'on le retrouve sur le même grade. Pas de questions, pas de remarques. Donc pour approuver les créations et les suppressions que j'ai évoquées précédemment, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant donc, concerne toujours dans la modification du tableau des emplois permanents, c'est les avancements de grade, donc toujours en créant et en supprimant. Donc là, au niveau des créations, donc
Donc filière administrative, donc un emploi permanent de catégorie C sur le grade d'adjoint administratif principal deuxième classe à 35 heures. Dans la filière culturelle, donc un emploi permanent de catégorie B sur le grade d'assistant d'enseignement artistique principal première classe, là 20 heures, à temps complet à 20 heures. Pour la filière police, donc un emploi permanent de catégorie B sur le grade de chef de police municipale deuxième classe pour 35 heures hebdomadaires. Voilà. Et à compter alors ça c'est à compter du 2 juillet 2022 et à compter du 20 novembre 2022, donc la filière technique, un emploi permanent de catégorie B sur le grade de technicien principal deuxième classe à raison de 35 heures par semaine. Voilà, et donc dans la suppression, donc en corrélation, on a 2 emplois permanents de catégorie C sur le grade d'adjoint technique principal deuxième classe, 35 heures, un emploi permanent de catégorie C sur le grade d'adjoint technique à 35 heures, un emploi permanent de catégorie C sur le grade d'adjoint technique à 35 heures également, un emploi permanent de catégorie C sur le grade d'adjoint d'animation principale deuxième classe sur 35 heures, un emploi permanent de catégorie C sur le grade d'adjoint administratif sur 35 heures, un emploi permanent de catégorie B sur le grade d'assistant d'enseignement artistique principal deuxième classe, donc sur 20 heures, un emploi permanent de catégorie B sur le grade de chef de service police municipale, donc sur 35 heures, et un emploi permanent de catégorie B sur le grade de technicien pour 35 heures également. Voilà. Donc là, les crédits, bien entendu, nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces cadres, dans ces avancements, sont bien entendu prévus au budget communal qui était voté au mois de mars. Ça veut dire que tous ceux qui sont en B vont en A, ceux qui sont en C vont en B. Pas forcément. Pas forcément. Non, non. Non, c'est pas. Ça va pas comme ça. Non, ça marche pas comme ça. Là, ça paraît compliqué, mais c'est pas. Non, non, mais il y a pas. En fait, la corrélation, elle n'est pas forcément directe. Par exemple, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va passer en catégorie en C, qui passe en B. La suppression après, il se peut qu'on ait un agent en C qui peut prendre le poste. Donc il ne sera pas obligatoirement supprimé. Et la personne qui est en catégorie B, que tu promodes, il passe pas forcément en catégorie A. Non. Il peut passer en B, je ne sais pas quoi, ou en oui, c'est ça. B+. Première classe, deuxième classe. B+. D'autres questions, remarques sur ces avancements de grade? Pas de questions. Donc, pour approuver ces créations et suppressions de postes suivant les avancements de grade décidés, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Ensuite, le point suivant concerne la création d'emplois non permanents pour accroissement saisonnier d'activité. Donc là, il s'agit de recruter 11 agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité pour renforcer le centre technique municipal. Donc voilà, donc ces 11 emplois sont de catégorie C, sur le grade d'adjoint technique du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux pour 35 heures hebdomadaires. Alors, ces contrats sont d'une durée de 14 jours pour la période allant du 11 juillet 2022 au 31 août 2022. Donc, comme vous l'avez compris, ce sont des jobs d'été. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur la création d'emplois d'accroissement saisonnier d'activité? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec, vous savez, l'offre pour les jeunes, des fois, qui veulent... C'est ça, c'est les jobs d'été, ce qu'on appelle les jobs d'été. Ils sont 11 qui ont été désignés donc, pour cette période du 11 juillet au 31 août. Voilà, donc sur des périodes de 2 semaines chacun. Les fils d'élus ne peuvent pas y aller, c'est ça? Voilà. J'avais bien compris. Ni les filles. Les enfants. Les enfants. Non. Ni les petites filles, ni les fils d'élus. Pas de questions particulières. Pardon? Donc s'il n'y a pas de questions, donc pour approuver la création de ces 11 emplois non permanents de catégorie C, donc accroissement d'activité,
Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Et puis donc ensuite, on a des créations d'emplois non permanents pour accroissement temporaire d'activité toujours, mais cette fois-ci, c'est lié donc aux besoins des services et des directions, de créer ces emplois non permanents. Donc il y en a plusieurs, ça concerne des écoles avec un cadre, un ATSEM, un temps non complet, un adjoint technique à temps complet par contre, et 6 temps non complets. Pour les adjoints d'animation, c'est 9 temps complets et 13 temps non complets. Pour la jeunesse, c'est un adjoint d'animation, donc un temps non complet. Pour le centre social, donc on a un assistant socio-éducatif à temps complet, plus un adjoint administratif, 2 adjoints administratifs à temps non complet. Un adjoint d'animation à temps non complet également. Pour l'école de musique, un adjoint administratif pour un temps non complet et un assistant d'enseignement artistique pour là c'est 10 temps non complets. Adjoint du patrimoine, ça concerne la maison du livre, c'est un temps non complet. Adjoint technique, donc c'est les entretiens des locaux, c'est un temps complet. Et adjoint administratif à temps non complet. Voilà. En fait, ce sont tous les contractuels donc, pour lesquels il y a besoin de refaire donc, les contrats à partir du principe du 1er septembre. On fait chaque année. On fait chaque année. Alors, bien sûr, l'objet, c'est bien entendu de travailler ensuite tout ce qui va concerner la précarisation de ces emplois, voir comment les mettre de manière plus intéressante et en mettre tapis et sur les bancs. Donc, il n'empêche que chaque année, on est obligé de repasser ces créations d'emplois, puisque les contrats sont redonnés à partir de 1er septembre. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Des remarques? Donc, je soumets à votre approbation pour décider donc la création de ces emplois pour accroissement temporaire d'activité pour l'année scolaire 2022-2023. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Et je vous remercie. Le point suivant concerne la dénomination d'une voie. Je vais laisser Roland sur ce sujet. Une voie de la commune de Tignieux ne porte pas de dénomination et il est de bonne nécessité d'attribuer des dénominations aux voies et lieux publics qui en sont dénudés afin de faciliter le repérage au sein de la commune. Il appartient au conseil municipal de choisir par délibération le nom à donner aux rues, voies, places. La dénomination des voies communales est laissée au choix du conseil municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même. La commune a la volonté de rendre un hommage public à des personnes dont le mérite, le courage ou le dévouement ont marqué l'histoire de notre pays. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur la proposition suivante. Pour la rue sans nom qui relie la route départementale 517, route de Crémieux au sud, à la rue des Frères Lumière au nord, nous proposons le nom de Jacqueline Noriol, née le 5 novembre 1917, aviatrice française et deuxième femme pilote d'essai. Y a-t-il des questions? Je rappelle que toute la zone concernée là-bas porte des noms Boulevard Ampère, Pierre et Marie Curie, plutôt de techniciens. Voilà, des techniciens considérés comme des scientifiques. C'est pour cette rue-là, la rue qui passe devant le futur le nom d'une femme, parce que là, en l'occurrence, le nom d'une femme, c'est très bien. Donc, alors, le choix de la dénomination, il y a plusieurs raisons aussi. Cette voie donc, va rentrer dans le domaine communal, hein, parce que normalement, elle doit être aussi ensuite une voie de jonction avec la rue des Frères Lumière pour ensuite rejoindre le boulevard Ampère, pour éviter justement la sortie sur la RD 517, de manière à ce que la sortie se fasse par le rond-point de la RD 517 et non plus par le côté en face de la crèmerie courant. Donc voilà, c'était le sujet. Et puis la deuxième raison, c'est qu'en fait, il y a les activités qui sont en train de s'installer là-bas sur le secteur, donc à la fois le centre funéraire et puis l'Intersport, donc ont besoin d'un adressage. Voilà. Donc du coup, s'ils veulent pouvoir s'installer et pouvoir commencer leur activité, aujourd'hui, l'installation en particulier avec la fibre nécessite d'avoir un adressage très précis.
Donc voilà. C'est la raison aussi pour c'est que Répète le nom. Jacqueline Auriol. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Voilà, c'est bon. On pourra demander une famille. Voilà. Quel décès? le point suivant donc, concerne l'approbation du règlement intérieur des activités de la MJC, des sorties famille. Donc voilà, donc, depuis qu'on avait récupéré effectivement en gestion directe l'ancienne équipe intercommunale de l'agglomération françoise, il n'y avait pas de règlement intérieur qui régissait le fonctionnement de cette MJC. Donc le travail a été mené pour pouvoir mettre en place ce règlement intérieur. Donc, qui va régir un certain nombre de choses, à la fois les inscriptions, le début des activités, tout ce qui concerne le déroulement des activités, le tarif de paiement, les remboursements et avoirs, la responsabilité civile et l'assurance, la mise à disposition et l'entretien des locaux et du matériel, et plus spécifiquement ensuite les conditions concernant les sorties famille. Voilà, donc le droit à l'image fait aussi partie de ces points, puisque des photos, des films sont réalisés, donc on doit avoir l'accord en tout cas des familles sur cette production d'images. Donc voilà, donc il fallait mettre en place ce règlement intérieur, donc je vous soumets ce soir. Est-ce qu'il y a des points particuliers que vous souhaitez évoquer sur ce sujet? Non, pas de remarques, pas de point particulier. Donc je soumets à votre approbation. Donc pour approuver ce projet de règlement intérieur et me charger de l'exécution, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Donc le point suivant, ça concerne les commissions et les syndicats. Donc qui veut prendre la parole à ce sujet concernant commissions et syndicats? Ah, d'accord. Ça va être long. Gilbert? Oui, je vais être rapide quand même. Oui. Pour travaux route de Bourgoin, je remplace personne. Nicolas Gay. C'est Nicolas. Je suis représenté aussi donc, le 38 en même temps. Donc les travaux avancent plutôt bien. Quand je dis bien, il y a déjà une voie de trottoir, enfin cyclable, piéton, qui était faite. Je ne sais pas si elle n'est pas faite jusqu'au bout d'ailleurs. Non, elle n'a pas encore. Je ne suis pas laissé. Et puis ils attaquent les travaux donc côté gauche en descendant, vers le stade, la pose de bordure. Je reconnais que la route, elle est vraiment défaillante. Hein, elle est d'une extrême. Voilà, vous roulez très très doucement. C'est chaotique, voilà. Au moins, on est sûr qu'il n'y a pas d'excès de vitesse. C'est sûr. Voilà. En même temps, les entreprises qui travaillent, ils sont extrêmement perturbés par parce qu'il y en a qui roulent, ils arrivent à rouler vite. Donc il m'a dit, des fois, ça passe quand même extrêmement près de leurs fesses. Voilà. Il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est? On n'a pas bien le choix, quoi. Voilà, il faut avancer quand même. Mais bon, hormis les délais de pouvoir avoir des lampadaires, le reste va plutôt bien. D'ici le mois de juillet, ça sera qu'il y ait un peu d'électricité. Le basculement des réseaux, c'est tout programmé pour le mois de juillet. Ça devrait se faire. Deuxième chose... je ne sais pas si c'est toujours sur le même sujet. Parce qu'apparemment, le retour qui a été fait aujourd'hui, donc, c'était que normalement le 8 août, les travaux devraient pouvoir être finis. Ils avancent bien justement. Donc le 8 août, ça peut être terminé. Alors bon, sauf s'il y avait des conditions météo qui feraient que ça pose problème. Resterait le point critique qui serait bien entendu, puisque tu parlais de basculement, concernant l'éclairage public. Donc on sera sans doute obligé. Donc, il y aura une information qui sera faite auprès des riverains. Donc d'annoncer qu'il n'y aura pas d'éclairage public pendant pratiquement un mois, même peut-être deux, par rapport au fait que les lampadaires qui sont commandés, mais les délais aujourd'hui de fabrication par rapport aux fournitures font que les délais qui étaient prévus au départ ne peuvent pas être tenus. Donc ça sera plus tard. Donc on risque d'être pendant un mois, peut-être plus, sans éclairage public, au moins sur cette portion.
l'éclairage public sur cette voie-là, elle est prévue côté droit. Mais Descendant. côté vélo piéton ou côté, côté vélo piéton, c'est ce qu'on avait dit. Ok, on a le travail avec Cécile Beau, on travaille sur les éliminations, puis David aussi. Sur les éliminations, tu as assisté l'autre jour, peut-être tu en parleras, non? Non, mais donc il y a un travail sur les éliminations. On s'est mis d'accord déjà sur la forme, la qualité des guirlandes avec les responsables de quartier, non? Je ne sais pas comment on dit, correspondant quartier, non? Comment on dit ça? Oui, les membres des conseils de quartier. Les membres des conseils de quartier. Voilà, ils ont intervenu, ils étaient satisfaits du travail qui a été fait. Et il n'y a pas que les membres des conseils de quartier qui ont participé, il y a aussi ceux des concours, les vainqueurs du concours. Que les vainqueurs. Ouais. Et donc, bon, d'accord. On a reçu aussi, dans la semaine, on a reçu la GEDEN. La GEDEN, c'est une association qui nous aide à rénover nos bâtiments. Donc, c'est une association qui est sur Grenoble. Donc, c'est des experts dans ce domaine-là et nous aident à faire, on pourrait dire, un cahier des charges et puis surtout aller à la chasse aux subventions éventuelles et surtout créer un schéma directeur de nos rénovations de bâtiments. Pas notamment des énergies, mais c'est aussi les lampadaires, l'isolation des murs, les fenêtres, enfin, c'est tout un global. Donc la GEDEN va s'occuper de ça. Je voudrais revenir aussi sur quelque chose qui nous touche en même temps, c'est qu'on est passé d'une période de sécheresse intense, très intense, avec des incendies. On n'a pas été impacté par les incendies, mais tout autour, ça a bien fonctionné, les incendies, hein, jusqu'à Hyères-sur-Amby, j'ai vu aussi, et c'est extrêmement violent. Et on passe donc tout de suite derrière une situation de rage, voire vraiment tempétueux, et je me dis dans notre misère, entre guillemets, si on peut dire ça, finalement on n'a pas eu de grêle, très peu, très peu, voilà. Quand je vois les communes aux alentours qui ont été touchées, y compris hier, hein, encore hier soir, je me dis, hier soir, moi j'ai cru qu'on allait dérouiller. Hein, c'est bien parti au début. C'était bien parti. Donc il faut demander, alors, je sais, hein, c'est la faute au maire, mairie, tout ce que vous voulez, hein, je peux comprendre, mais il y a un moment, on ne sait pas faire. Hein. L'eau, on ne peut pas l'arrêter, malheureusement, dans les orages. Donc il y a des rues qui sont inondées, c'est vrai que quand le terrain est bien sec comme ça, c'est difficile, quand c'est des trompes d'eau, ça ne peut pas accepter une grosse chute d'eau d'un seul coup comme ça. Donc évidemment, ça déborde, il faut un peu de calme et puis se poser et puis attendre un peu que ça se calme, hein, on n'a pas le choix de toute manière. Donc c'est d'être prudent, moi j'alerte, il faut être prudent dans ces choses-là. On n'a pas eu trop de foudre, même si elle est tombée aux alentours, mais on n'a pas eu trop de foudre et on ne peut pas échapper à ça non plus. Hein. Voilà. Donc c'est d'être prudent, éviter de marcher sous les arbres, de se mettre à l'abri sous les arbres. Et il faut faire attention aussi, par information, c'est faire attention avec les grilles de clôture électrique, enfin les clôtures de barbelés, enfin de parcs et des animaux. Extrêmement dangereux quand il y a de la foudre. Il ne faut pas les approcher. Bon, c'est une petite chose. Autre chose qui est toujours dans l'eau, c'est le château d'eau a débordé. Donc la Régie des eaux nous a appelé. La Régie des eaux nous a appelé un vendredi, il me semble, c'était un vendredi, comme quoi il y avait une grosse fuite d'eau au château d'eau. En fait, c'est pas une grosse fuite, c'est le château d'eau était archi plein. En fait, avec le pompage de Chauzel qui a été remis en route, le pompage a perdu on va dire l'ordre. Il a perdu la ligne téléphonique. Oui, il n'y a pas que l'Internet qui ne fonctionne pas. Les lignes téléphoniques, elles tombent en panne. Et ça tombait plutôt bien parce que les travaux sont engagés pour faire et ça va se faire maintenant avec le GSM. A priori, c'est la nouvelle norme. C'est en GSM, donc ce sera une ligne téléphonique, mais c'est portable. Voilà, puis enfin, dernière chose, j'ai assisté... Peut-être, on va dire quand même que le terrain... Enfin, tout le chemin qui était raviné normalement il devrait être en état parce que ça devrait être déjà. Ça a débordé de quel côté sur la descente là, et il y a eu que le chemin. Oui. Qui venait d'être refait en plus. Quel chemin vous parlez? Le chemin des écorchés. Celui qui descend du haut. Il avait été raviné une première fois et rebelote. Comme ça. Deuxième couche. La réparation a été bien faite. Ouais. Voilà, puis enfin, une dernière chose, j'ai assisté, enfin, on m'a demandé d'assister, donc une réunion avec les pages pour le captage prioritaire. Donc, il y avait
la DTT, l'agence de l'eau, les agriculteurs. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une réunion extrêmement importante. Il y a un gros travail qui a été fait par l'EPAGE, des services de l'EPAGE et puis les communes, pardon. Il y avait la Régie des eaux qui était présente aussi. Donc, vraiment il y a vraiment une volonté aujourd'hui entre tous les utilisateurs ou les habitants ou les agriculteurs. Il y a vraiment un travail qui a été fait de préserver notre patrimoine d'eau. Et je trouve que c'était super intéressant, très très intéressant, avec des chiffres à l'appui. Puis une équipe de l'EPAGE vraiment dynamique. Enfin, moi, j'ai vraiment apprécié leur intervention. À savoir que dans le projet de territoire de la communauté de communes, donc il y a un élément du socle qui est la préservation de la ressource en eau. Oui. Voilà, j'ai fini. Et je finirai ici par quelque chose qui a été fait cette semaine, la semaine passée. On a eu un accident de camion en rue de la Léchère, non, rue des Ardennes. Il y a un camion citerne qui s'est renversé, et c'était des Hongrois, et il y avait un camion de bois qui prenait feu. Donc on a été obligé d'évacuer le centre commercial, la partie station essence, donc de Noroto, tout comme ça, donc 500 personnes. Vous n'imaginez pas le travail qu'on a eu. On a pu les emmener au gymnase, tous au gymnase cette semaine. Donc on a bien réussi ça. Voilà. Qui est la limite permanente? C'était Nathalie Garofalo. Elle a tout géré. Voilà. Ce que je vous dis, c'était une simulation, mais en fait, on a déclenché un PCS. On s'est fait assister par l'IRMA, donc l'Institut des risques majeurs de Grenoble. C'est une opération qu'on n'avait jamais tenté de faire. C'est la première fois qu'on le fait. Avec nos services, on l'a fait en mode encore interne. On n'a pas joué la grande cavalerie, fermé réellement la route, mais les services ont joué le jeu. Il faudra remercier les services qui ont joué le jeu dans tout ça. Il y a forcément des dysfonctionnements, mais le principal, c'était de mettre à l'abri de la population, ce qui a été vraiment emmené. D'ailleurs, la population est à l'abri. 500 personnes, c'est pas rien. Il faut les emmener à pied, en plus, au gymnase. Et donc, il faut les accompagner. Il y en a qui est en mobilité réduite. C'est pas si simple que ça. Nathalie, elle avait des chips, ce gymnase. Voilà, donc c'est une situation qui est obligatoire, qui sera obligatoire à faire en réel, tous les 5 ans, je me souviens, c'est imposé par la préfecture, c'est une nouvelle obligation. Et donc suite à ça, donc, on fera un PCS, on va dire simplifié, c'est la conclusion, ce qui était trop complexe, difficile à mettre en œuvre, pas franchement, on va dire, pratico-pratique, on va dire comme ça. Et donc on va le faire très rationnel et c'est synthétique. Voilà. Merci à tous, de ceux qui ont participé et ceux qui ne pouvaient pas participer. Mais merci. La prochaine fois, ça sera à vous de le faire. N'y échapperez pas. Les excuses sont pas bienvenues. Merci au service aussi également. C'est important, effectivement, de voir que c'est pas si simple que ça sur un petit événement, mais qui au départ pouvait paraître un petit événement et qui petit à petit a pris une ampleur assez importante. Et donc là, il fallait réagir d'une certaine façon. Donc le jeu a été joué vraiment de manière complète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas mis les services à la fois de sécurité, de la gendarmerie, de la sécurité civile, des pompiers en jeu, mais en tout cas la personne de l'IRMA qui était présente a joué ce rôle-là. Donc il a fait comme si à chaque fois c'était vraiment un de ces services-là qui amenait des informations, etc. Donc c'était assez enrichissant et je pense qu'une réalisation en mode un peu plus réel, je pense que ça sera intéressant aussi. C'est des gens du voyage qu'on n'avait pas. Mais... Ouais, on avait des gens du voyage qui étaient sur le parking de Noroto. Et là, alors à savoir que normalement aujourd'hui les comités de communes ont obligation d'avoir un plan intercommunal de sauvegarde. Ouais. Pour les moyens. Depuis 2021. 2021, oui, c'est ça. Et il ne le savait pas. J'en ai parlé avec le président et apparemment il le savait. D'autres. C'est bon, Gilbert? C'est pas mal. Ouais, c'est bon. Merci. D'autres commissions, syndicats?
la commission communication, donc on s'est réunis. On a fait le point sur le budget alloué, sur les journaux en cours et à venir. Et surtout, on a reprogrammé la visite de l'imprimerie qu'on a faite et qui était très intéressante. Voilà, dommage, c'était le matin. Beaucoup n'ont pas pu venir, mais c'était vraiment très, très intéressant. Du coup, il y aura une deuxième date? Vous avez reprogrammé, c'est-à-dire qu'il y a une deuxième date? Non, ça a déjà été fait. C'est de reprogrammation. On en avait parlé avant le Covid, et puis donc on l'a remis en place. Et puis on a parlé de la refonte du site internet, et donc il faudra constituer bientôt un groupe de travail pour voir en fait les besoins supplémentaires que l'on a par rapport à celui qui existe. Voilà. D'autres commissions, syndicats? Non? Pas d'autres? Moi, je vais faire le point avec les comités de communes, différents points. Donc, comité de communes, donc à savoir que là, depuis déjà quelques conseils communautaires, donc il y a des politiques publiques qui sont votées et qui sont approuvées surtout, c'est important, dans le but de pouvoir présenter donc le projet de territoire au prochain conseil communautaire qui aura lieu le 7 juillet. Donc les différentes politiques publiques concernent les déchets, la mobilité, le développement économique, le développement touristique, la culture, l'enfance, la petite enfance, les services à la population et la mise en tourisme des véloroutes. Donc voilà, tous ces points-là, sachant qu'il y en aura d'autres qui risquent d'arriver sur tout ce qui va concerner l'agriculture, par exemple, tout ce qui va concerner donc, la ressource en eau. Donc il y a encore plein de choses qui vont se voter encore dans les mois qui viennent. Un point important qui a été voté aussi lors du dernier conseil communautaire, c'est donc l'appel à projet à destination des communes suite au vote du budget du mois de mars 2022 qui a mis à disposition des communes un budget de 1 million d'euros. Donc ce budget de 1 million d'euros a permis en tout cas de pouvoir monter cet appel à projet, donc avec différentes choses, les modalités d'intervention. Donc un plafond de subvention qui sera limité par projet, donc les communes pourront présenter 2 projets pour l'instant. Il y aura un point qui sera fait à mi-parcours, donc au mois de décembre, puisque cet appel à projet il sera sur une durée d'1 an, c'est-à-dire jusqu'en juin 2023. Et donc du coup, à mi-parcours, on fera une évaluation, voir quelle est la consommation de cette enveloppe, est-ce qu'il y aura nécessité peut-être d'en reprogrammer un peu plus sur le budget 2023, est-ce qu'il y aura nécessité de repartir sur un appel à projet identique l'année prochaine. Donc du coup, toutes ces questions se poseront à mi-parcours. Est-ce qu'il faudra revoir les modalités? Voilà, donc en fonction de ça, aujourd'hui, l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de plancher sur les dossiers qui seront présentés. L'objet, c'était de pouvoir présenter des dossiers, que les communes puissent présenter des dossiers le plus simplement possible, qu'elles puissent être aidées par les services de l'Interco sur la faisabilité de leur projet, et puis surtout sur éventuellement la possibilité d'aller chercher des subventions sur d'autres structures. Donc voilà, il y a cet accompagnement qui est prévu. Le plafond, je disais, est pour l'instant de 50 000 euros par projet, donc en aide. Donc c'est 80% jusqu'à 20 000 euros. Jusqu'à 40 000 euros, ça sera 60%, et à partir de 40 000 euros, ça sera 50%. Voilà. Sachant que le plafond sera de 50 000 euros. Ça concerne à la fois les transitions et les mobilités durables. Donc du coup, les sujets sont assez vastes. Donc chaque commune doit pouvoir en tout cas proposer des projets. Ça permettait aussi, puisque là, le financement sera dès que le dépôt de projet et que le projet est accepté par le conseil communautaire, à ce moment-là, les fonds sont versés immédiatement. Et ce sont des fonds qui sont TTC. C'est-à-dire que, en fait, la commune, non seulement elle va avoir l'aide, mais en plus, elle va récupérer derrière. Donc, voilà, donc c'est un atout supplémentaire. Les projets. Donc plus tu demandes tôt. Voilà, c'est ça. Et nous, on en a déjà prêt. Il faut
faut choisir après, parce qu'il y a 2 dossiers par commune pour l'instant. Ça peut être l'objet d'une modification dans la révision du parcours, hein, donc le nombre de projets par commune. Pour l'instant, il est de 2. Plusieurs communes peuvent éventuellement se mettre ensemble pour monter un projet en commun. Donc là, il peut y avoir l'accumulation des aides. Voilà, donc il y a des sujets comme ça. Donc ça, c'est à partir du 1er juillet, hein, donc à partir d'aujourd'hui. Donc on peut déposer des projets dans le cadre des transitions et mobilités durables. On a eu aussi récemment, concernant la région, donc les modalités du contrat région, le nouveau contrat région. Donc voilà, donc c'est un peu dommage la réflexion qui a été faite au conseiller régional qui nous a présenté la conseillère régionale qui nous a présenté le sujet. On a dit c'est dommage que le seul sujet qui a été mis en inéligible, c'est la voirie. Parce que la voirie, il faut savoir qu'aujourd'hui, la voirie, c'est le seul sujet qui n'est aidé par personne. Donc, du coup, ça aurait été bien que la région se fasse un petit peu pousser en disant nous, on va aider les projets qui concernent la voirie. Ce n'est pas le cas. Donc, aujourd'hui, ni la région, ni le département, ni même la DETR ne permettent de pouvoir faire d'avoir aussi de la DETR. C'est limite. Donc voilà. Il y a aussi donc le contrat région qui a été présenté, associé aussi ce qu'on appelle le contrat région-ville. Donc ça concerne les communes de 2000 habitants. Donc on est dans ce contrat-là, donc on peut aussi aller chercher des aides dans ce cadre-là. Concernant le département, on a eu donc la conférence territoriale sur les différents projets qui sont en cours pour beaucoup de communes, un peu moins pour nous. Et puis c'est là où effectivement on a pu avoir des éléments concernant les aides à apporter aux associations sportives par le biais du département. Voilà, c'est ce que je peux dire. Le dernier point, c'est que j'avais prévu que j'ai pas renchéri sur ce que tu disais tout à l'heure. Donc, on a eu bien entendu par rapport aux inondations dans différents quartiers de la commune, on a bien entendu des plaintes qui sont venues des riverains de ces inondations. Donc, on les reçoit en commission urbaine le 12 juillet. À 17h. Alors, ce qui risque de se passer, c'est qu'on va faire d'aller peut-être au-delà de cette composition et puis de dire on va en tout cas informer les commerçants qui se sentent concernés par cet impact, donc de dire nous on est intéressés pour qu'il y ait un dossier qui se monte, qu'on puisse au moins leur donner des éléments pour monter un dossier, parce qu'aujourd'hui nous on ne peut pas, en tout cas en tant que commune, on ne peut pas directement indemniser un commerçant. Il y a des règles à suivre. Il faut qu'il fournisse un certain nombre d'éléments financiers en particulier, donc sur les chiffres d'affaires, des choses comme ça. Oui, il faut que ce soit étudié. Voilà. Après, juger de l'avenir, mais on essaie de proposer aux commerçants qui se sentent concernés d'avoir au moins les éléments pour monter un dossier. Après, s'il faut, on fera un forcing auprès du tribunal pour avoir la personne qui peut juger recevable ou non le dossier. En tout cas, c'est pas nous qui pourrons le faire de fait. Oui. Je vais parler du Handi Challenge, comme ça sera fait. Oui, vas-y. Dans le cadre du... oui, parce qu'apparemment qu'il passe aussi à toutes les dates. Dans le cadre du CME, c'est quand même en janvier, les enfants à prendre. Et en janvier, challenge qui permet aux gens qui vont le faire de découvrir. Ça sera aussi la dyspraxie, si vous ne connaissez pas, ou la dysphasie ou la dyslexie. Voilà. Il y a 9 épreuves et ça se passe à peu près en 1 heure. Donc, je vais faire
petit appel sur le groupe pour savoir si certains peuvent venir nous donner un petit coup de main demain, quand vous le souhaitez. Donc c'est toujours valable le petit appel, parce que pour l'instant, Stéphanie, Hervé, moi et un peu Jérôme, quand il aura fini toutes ces réunions, on sera là pour encadrer les enfants, mais ce serait bien qu'on soit un petit peu plus pour encadrer les enfants. Ouais. Alors on a fait volontairement 3 pôles, il y a 9 épreuves, donc on a fait 3 x 3, donc si on n'est que 3, on peut encadrer l'ensemble des épreuves. Et voilà. Ça faut pas le dire. Ouais. Mais bon, c'est mieux qu'on soit plus nombreux. Les 3 pôles sont situés. Ça se passe, oui, il y a un pôle c'est le pôle mairie, ici au jardin derrière, il y a un pôle école, il y a un pôle lettra. Et on a fait une buvette à l'ETRA, qui sera tenue par le sous des écoles. Donc tous les bénéfices partiront pour l'Ulysse à la peine. Voilà. Et c'est un beau projet, tous les enfants se sont bien mis dedans. On a sorti de terre en 3 mois là, voilà, parce qu'on a repris le CMJ d'avant, en fait il n'y avait rien eu de fait. Et voilà, les enfants sont vraiment investis, enfin les affiches sont belles, c'est tous les enfants qui sont dedans. Donc, les stands et les épreuves sont tenus par les enfants. Donc c'est top. Pour revenir sur les manifestations, donc il y avait une présentation, enfin un débat qui était prévu, je crois que c'était mardi soir. Mardi soir sur un débat sur la sensibilisation aux écrans pour les familles. Donc, et puis suivi éventuellement d'une présentation d'un travail qui a été fait par les animateurs sur des podcasts du sujet. Mais en tout cas, donc, ça a été un flop monumental, donc, puisque une seule famille s'est présentée pour se débuler du coup. Ça sera reporté, donc il y avait un travail qui a été mené en même temps avec la CPTS, donc la communauté professionnelle territoriale de santé, donc les médecins et en particulier la coordinatrice. Donc ça sera reporté sans doute à l'automne, donc c'est eux qui seront plus porteurs du projet du coup, de manière à pouvoir élargir en tout cas l'information auprès des professionnels de santé du secteur, de manière à ouvrir en fait le débat, pas seulement au Tignolant, mais peut-être aller au-delà sur le territoire. C'est dommage parce que c'est un sujet quand même assez sensible. Alors, s'il n'y a pas d'autres sujets à évoquer, donc je vais faire une lecture rapide du calendrier. Donc samedi 2, de 10h à 16h. Les associations. C'est vrai. Bureau municipal le soir. Mercredi 6, Commission locale aussi à 20h. Commission démocratie locale à 20h. Je ne sais pas, je ne suis pas informé. Non, t'étais pas dans les WhatsApp. C'est pas tout. Le mercredi 6, il y a une animation au marché de Jean-Lisieux, donc il sera au plaisir de lire. Le soir, le balcon de Dauphiné. Jeudi 7, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai pas d'animation prévue pour le week-end prochain, le 9 et le 10. Le lundi 11, donc on aura bureau municipal. Le mardi 12, on a commission urbaine. Le mercredi 13, moi j'ai un conseil syndical mais Saint-Maur. Le jeudi 14, donc on a donc la cérémonie au mouvement mort pour le 14 juillet, donc c'est à 10h si je ne me trompe pas.
Et le feu d'artifice le soir, donc avec sous les écoles qui organisent le repas. Et une animation. Une animation. Avec un petit bal. En principe, on devrait avoir un dernier bureau municipal le 18, lundi 18. Et après, moi, je crois qu'il y a le don du sang le mardi 26. 26, oui. Le vendredi 29 juillet, il y a un concours mixte avec les ferments de la boule. Après, ça porte en août 2022. Donc, il n'y aura pas de commission d'urbanisme le mardi 9. Il y en aura une, par contre, le mardi 23 août. Le samedi 27 août, donc, il y a la journée familiale du carreau. Et il y a aussi un concours de boules, des ferments de la boule, le dimanche 28. Donc, je vous propose, pour les élus majoritaires, de bureau municipal le lundi 29 août. Voilà. Il est 20h50. Je peux juste vous rajouter une petite chose. Oui. Je voulais juste vous remercier par rapport à la fête des écoles village. On a pu organiser à la dernière minute l'accès au triolet pour les maternelles, qui était normalement prévu en cas de pluie, mais qui la direction maternelle a souhaité quand même conserver. Et ça s'est bien passé. Et on a réussi à faire quelque chose d'assez. Oui, je pense que le mouvement s'est fait très correctement. Après les frites. Oui, c'était très bien. À part les frites. Vous avez été à la dernière représentation, Je crois que c'est le plus vendredi. C'est ça. Je veux dire qu'il était mal allumé. Pas bon. Il a demandé si c'était. Ouais. Soirée. Merci. Soirée.